Merci beaucoup, Eric. Merci au consortium de m'avoir invité encore une fois pour donner un autre webinaire. L'un qui me passionne beaucoup, celui-ci, c'est faire face aux conflits personnels, comment résoudre nos disputes avec les autres. Euh, je pourrais vous poser la question, est-ce que vous avez des disputes avec les autres? Mais la réponse est trop évidente. Alors peut-être la question, c'est plus combien de disputes avez-vous à chaque semaine avec les autres? Et puis, la réponse est probablement plus qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a toujours des disputes avec les autres. On a toujours des conflits avec les autres. Le conflit est normal. C'est quelque chose qui peut être épeurant, c'est quelque chose qui peut nous mettre très vulnérables, très inconfortables, mais le conflit est quelque chose de normal. Et j'espère dans ce webinaire ici de 90 minutes je vais avoir la chance de vous secouer un peu au niveau mental, évidemment, au niveau cognitif, secouer vos dispositions, vos conceptions du conflit, puis voir avec vous un peu ici aujourd'hui certaines questions clés par rapport au conflit qui vont vous permettre un petit peu d'être mieux habilité à faire face à quelque chose qui nous arrive parfois sur une base quotidienne, c'est-à-dire celui du conflit interpersonnel. Pour ceux qui n'ont jamais suivi de formation avec moi, ben, mon nom est Frédéric et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis un papa de 2 enfants. J'ai déménagé à Calgary en 2004. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, donc je suis un Acadien. Et puis, je venais à Calgary pour 1 année, mais éventuellement, ça fait 15 ans que je suis ici. J'ai rencontré ma femme ici et j'ai 2 enfants à Calgary. Je suis un ancien enseignant. J'ai enseigné dans les écoles francophones. Sainte-Marguerite-Bourgeois ici à Calgary pendant 4 ans. Et par la suite, j'ai fait une dizaine d'années et plus avec l'immersion française dans des grosses écoles ici à Calgary. Depuis 2017, j'ai abandonné le monde de l'enseignement pour me consacrer entièrement à mon entreprise qui est Learn Square, une entreprise qui se permet un peu d'avoir un grand cœur pour les personnes, un grand cœur pour l'apprentissage et la croissance personnelle et professionnelle. Et puis, environ 3 ans passés, j'ai commencé aussi à m'intéresser beaucoup à la notion de conflit. Alors, moi, je suis un gars qui aime beaucoup faire les choses difficiles. Et puis, s'il y a bien quelque chose de difficile à faire, c'est lorsqu'on est en conflit interpersonnel avec les autres. Alors, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai commencé à lire beaucoup sur la thématique du conflit. Mon premier baccalauréat avant l'éducation était et est encore en communication. Donc, j'ai toujours été passionné par le domaine du journalisme et de la communication. Et je me suis dit, il y a probablement des meilleures façons de faire en termes de conflit que qu'est-ce que j'ai été appris par mes parents, qu'est-ce que j'ai été appris dans la communauté en jouant dans le parc avec les autres enfants. Et puis, le peu qu'on a reçu de l'école formelle dans la résolution de conflits, il n'y a pas eu nécessairement beaucoup fait là, à tort ou à travers. Et puis, probablement vraiment des choses à faire. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un besoin énorme pour les gens d'apprendre plus au sujet des conflits et comment gérer les conflits. Parce qu'on ne peut pas les éviter. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont très bonnes et bonnes à éviter les conflits, mais on ne peut pas les éviter. Et le plus vite on réalise qu'on ne doit pas éviter les conflits, qu'on doit les affronter de face et puis de les gérer, ces conflits-là, je pense qu'on va dans une meilleure position. Alors, aujourd'hui, comme agenda, ce que j'ai proposé pour vous autres, c'est un webinaire de 90 minutes. L'objectif, c'est comment vous pouvez gérer vos conflits de manière plus productive. On sait qu'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on vit en société, puis on doit avoir des relations stables, des relations fructueuses avec les autres personnes alentour de nous. C'est pour ça que c'est tellement stressant pour nous, l'être humain, d'être en conflit avec des personnes qu'on aime, même être en conflit avec des étrangers, des personnes qu'on voit peut-être même pas sur une base quotidienne. Juste la notion de conflit vraiment est très difficile pour nous parce qu'on est des êtres sociaux et on a compris dès le début des temps qu'il faut être en société puis il faut vivre ensemble pour pouvoir accomplir de grandes choses. Alors, c'est pour ça que les gens sont très inconfortables quand ça vient le temps des conflits et puis on commet plein d'erreurs. Des fois, on commet des erreurs puis on pense que ça nous sert, alors que nos propres réactions puis nos propres comportements vont contre ce qu'on veut obtenir, vont contre nos propres objectifs.
on fait des choses qui sont complètement contre notre propre intérêt personnel, mais on ne le réalise pas. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que vous pouvez soutirer de cette session ici, ce webinaire ici, ça serait bien de regarder est-ce que vous faites des choses lorsque vous êtes en conflit qui vont contre vos propres buts puis vos propres aspirations. Et ces choses-là, il va falloir mettre un doigt dessus, puis c'est là que vous allez essayer d'avoir une croissance personnelle et professionnelle. Alors, voici les questions clés qui m'ont répondu ici aujourd'hui. Comment réagissez-vous au conflit? Donc, on a tous des façons très uniques à nous de réagir au conflit interpersonnel. Alors, quelles sont ces réactions-là? Qu'est-ce qui est positif dans vos réactions et dans vos comportements? Et qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui va en l'encontre, comme je disais, de vos objectifs? Comment pouvez-vous mieux reconnaître vos réactions au conflit? Donc, on a des réactions non productives, puis on a des réactions productives. Alors, à quel moment que dans votre tête, dans votre cerveau, on peut avoir la conscience de soi suffisamment aiguisée pour se dire, c'est quoi, wow, OK, je ne vais pas aller dans cette direction-là parce que je sais que j'ai tendance à faire ça, puis je sais que tout ce que ça fait, c'est que ça détériore les relations avec les autres et ça ça rend plus pire le conflit. Donc, de penser à ça. Numéro 3, comment choisir une réponse plus productive? Maintenant que vous êtes plus conscient des réponses non productives que vous avez, comment on peut choisir une différente voie dans nos conflits avec les autres? Alors, est-ce que vous pouvez bien utiliser le chat? Pour moi, j'aimerais avoir le premier mot qui vous vient à l'esprit, en tête, lorsque je dis conflit. Je veux juste le premier mot qui vient en tête. Et puis, si vous vous sentez bien à l'aise, hein, vous pouvez utiliser plus qu'un mot. Vous utilisez 2, 3, 4. Allez-y, remplissez mon chat de mots qui vous viennent en tête lorsqu'on dit conflit. Et là, je vais juste ouvrir ma fenêtre de chat. On dit malaise, chicane, colère, frustration, beaucoup de chicane. Jean dit communication. Je pense que je vais peut-être inspirer Jean un petit peu avec mon introduction au niveau de l'importance de communiquer. La colère, Viola nous dit la colère. Donc, voici qu'est-ce que les gens à 80, les statistiques fluctuent dépendant du groupe, là, mais moi, ce que je constate, c'est toujours 80% des gens vont me donner un mot négatif par rapport au conflit. Alors que j'aimerais beaucoup plus que les gens apprennent à dire des choses positives par rapport au conflit. Là, peut-être que vous me regardez à travers la caméra, vous dites, il est fou, ce gars-là, positif. Il y a plein de choses positives par rapport au conflit. C'est-à-dire, je vais juste vous en nommer un. Il n'y a aucune innovation qui se produit sans conflit. Tout ce qui a été inventé, tout ce qui a été mis sur le marché, les personnes qui sont devenues des versions d'eux-mêmes, les personnes qui ont innové, les personnes qui ont trouvé des meilleures voies, ça a toujours été fait à cause de conflits. Aucune croissance personnelle, professionnelle n'a été faite à cause d'un environnement toujours calme. Les choses évoluent. Vous apprenez à mieux vous connaître à travers le conflit, vous apprenez à mieux connaître les autres, vous apprenez à mieux savoir qu'est-ce qui est acceptable, les normes sociales, qu'est-ce qui est acceptable dans une société, qu'est-ce qui est acceptable dans vos écoles si vous êtes enseignant, enseignante, qu'est-ce qui est acceptable au magasin, quelles sont les normes sociales. Donc, il y a plein de choses qui se passent derrière qui sont super positives avec le conflit. Mais ça prend beaucoup de courage pour pouvoir vraiment dire un conflit. C'est pour ça qu'éventuellement, moi, ma session, elle s'appelle conflit productif. Je ne l'ai pas appelé comme ça avec vous, mais en corporation, moi, c'est ce que je fais, c'est les conflits productifs, qui a une part de productivité là-dedans. Alors, est-ce que vous voulez bien utiliser votre chat encore une fois, puis essayez de me donner un chiffre, un dollar. Les conflits non gérés, non résolus dans le monde du travail, que ce soit dans votre école avec d'autres enseignants, que ce soit avec vos directions scolaires, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos élèves, combien vous pensez qu'il coûte à l'économie canadienne? Combien vous pensez que si on aurait à mettre toute la perte de productivité, tous les gens qui ne travaillent pas bien, qui ne redonnent pas de nouveau à leur emploi à cause qu'ils sont en conflit, et là, je veux dire, ça monte à travers le Canada. Comment vous pensez dans une année que ça coûte à l'économie canadienne? T'sais, Rita dit des milliards de dollars. Gosselin dit des millions de dollars. Donc, il y en a qui disent, ah, c'est des milliards. Il y en a d'autres qui sont dans des millions. En fait, la réponse, c'est 16 milliards de dollars.
qui sont concentrés. Et Michel dit trop. Absolument, c'est beaucoup trop. 16 milliards de dollars. En moyenne, un leader, donc un directeur d'école ou une direction adjointe dans votre école, en moyenne, va passer environ 5 heures par semaine à juste résoudre des conflits. Des conflits entre les enseignants, des conflits entre l'enseignant et le parent. Et ça, là, c'est en moyenne 5 heures. Si votre direction d'école est payée 125 000 par année, multipliez 5 heures par semaine fois 52 semaines, on commence à avoir pas mal d'heures. Hein? On a 250 heures en moyenne, 300 heures. Multipliez, divisez ça par combien qui fait de l'heure. Si on prend 125 000 par année, vous voyez où est-ce que je vais avec ça. Multipliez ça par toutes les écoles, multipliez ça par tous les endroits de travail. C'est incroyable. Et là, je n'ai même pas encore commencé à toucher aux intangibles. Intangible, c'est le nombre de stress dans vos vies qui augmente. Vos malaises dans vos vies, quand vous êtes avec un copain ou est-ce que vous avez un gros conflit, quand vous êtes avec un enfant, quand vous êtes avec un parent dans le milieu du travail. Les intangibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne peut pas calculer, mais qui fait du mal à la santé des gens. Donc, le problème est incroyable. Maintenant, si on commence à rechercher en ligne puis à voir des gens comme moi qui vraiment veulent adresser le problème de face, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui vont parler de ça. Alors, est-ce que vous pouvez encore une fois utiliser le chat pour moi, s'il vous plaît, puis me dire dans vos propres mots, qu'est-ce qu'un conflit pour vous? Conflit, qu'est-ce que serait votre définition personnelle de conflit? Si vous ne voulez pas me donner une définition, quelles sont les caractéristiques que vous trouvez qui serait un conflit? Marie-Michel dit c'est un malentendu entre des personnes. Oui, et Jean va dans le même sens, il dit c'est un manque de communication. Absolument, c'est un manque de communication. C'est des intentions contraires. Absolument, c'est des intentions contraires par rapport à ce que vous voulez faire dans cette situation-là. C'est des mésententes. À la base, un conflit, vous avez tout à fait raison, tout le monde, c'est vraiment un manque de communication. Moi, je dis toujours aux gens, mettez 2 personnes dans la même salle pour 10 minutes, puis je vais vous donner 10 problèmes de communication. Les problèmes de communication, là, il y en a partout. Il y en a dans toutes nos communications, puis il y en a probablement sur une base de minute à minute, il y a des manques de communication, il y a des mauvaises communications. Donc, à la base, c'est un problème de communication, déjà à la base. Donc, c'est pour ça que le conflit, vous allez voir là, plus loin dans la session, on va parler du conflit comme étant quelles sont les aptitudes essentielles à gérer pour être mieux habilité à avoir des conflits productifs. Vous allez voir, le premier, c'est la communication. C'est-à-dire vos habiletés de communication, vos habiletés à communiquer. Là, on va voir ensemble ce que ça veut dire communiquer. Parce que communiquer, c'est plus que moi qui vous parle. C'est beaucoup plus vaste que ça. On va en parler. Donc, vous me l'avez déjà dit, c'est des mésententes, c'est composé de différentes opinions qui entrent en collision. J'aimerais insister sur le mot opinion. OK? Votre opinion est égale à la mienne. Votre opinion n'est pas meilleure ou pire que la mienne. Donc, souvent, on va vraiment y aller avec notre propre perspective dans le conflit. On va vraiment y aller avec ce que nous, on ressent. Puis, malheureusement, puis c'est normal, on le fait d'une façon naturelle, malheureusement, on va souvent oublier l'autre dans le conflit. L'une des techniques que j'enseigne beaucoup aux gens, puis j'ai lu un super de bon livre là-dessus, si vous voulez vraiment lire un livre qui va vraiment vous brasser puis changer un peu votre perspective, lisez La communication non violente par un docteur, et je ne me souviens plus de Gosenberg. En tout cas, Gosenberg. La communication non violente, c'est le titre, c'est aussi un système de training qui est utilisé en entreprise beaucoup. Et la communication non violente, elle nous rappelle quelque chose de super important. Elle nous rappelle que dans un conflit, l'une des choses les plus productives que l'on peut faire, c'est de demander à l'autre personne quels sont ses besoins. Quels sont ses besoins dans le conflit? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui va mal? On oublie ça. On est très bon à dire, ben moi j'ai besoin de ça, puis tu m'as offusqué, puis tu m'as dit telle chose, puis je ne me suis pas senti respectueux. Tu as beaucoup de moi en conflit. Et je ne dis pas de vous oublier vous, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut que si les 2 personnes sont raisonnables, il faut vraiment qu'ils tendent la perche et qu'ils demandent à l'autre personne quels sont ses besoins. Et quand l'autre personne va dire quels sont ses besoins, de ne pas juger ces besoins-là. Je pense que vous allez avoir une perspective totalement nouvelle parfois sur quels sont les besoins des gens et pourquoi vraiment ils sont fâchés.
Deuxièmement, ça implique des émotions fortes, le conflit. Donc, vous savez, je veux dire, je ne vous apprends rien ici, des émotions fortes. Alors, comment vous êtes à gérer vos émotions? Parce que si vous n'êtes pas très bien à gérer vos émotions ou certaines émotions, dont la colère, la déception, la frustration, les frustrations, il y en a qui m'ont dit ce mot-là. Donc, le conflit va être quelque chose de très difficile pour vous. Donc, implique des émotions fortes, génère des réponses parfois productives et non productives, et je veux que vous pensiez à ça blanc et noir. C'est la première étape pour vraiment vous aider, c'est qu'est-ce que vous faites qui est productif, qu'est-ce que vous faites qui n'est pas productif, et prendre votre part de responsabilité. Je dis toujours dans les sessions, je vais vous le dire à vous encore, vous êtes à 100% responsable de votre 50%. Donc, en conflit, il y a deux parties. Vous êtes responsable de 50% et l'autre partie, l'autre personne est responsable de son 50%. Mais vous, vous êtes responsable à 100% de votre 50%. Le problème que je rencontre en conflit, ils disent, ben oui, mais cette personne-là a fait ça, cette personne-là a fait ci. Je veux que cette personne-là arrête de faire telle chose. Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas empêcher, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à agir d'une certaine façon. Vous pouvez essayer de le convaincre, vous pouvez essayer de le persuader. Des fois, c'est des cul-de-sac, ça va aller à nulle part. Hein? Vous allez avoir perdu 20 minutes de votre vie à essayer de raisonner avec quelqu'un qui ne veut pas raisonner dans le même sens que vous. Il faut vraiment oublier d'essayer de contrôler l'autre, d'essayer de dire, ben, vous pouvez dire quels sont vos besoins. J'aime pas quand tu me dis comme ça, j'aime pas quand tu me parles comme ça, j'aime pas ça. Mais voyez comment j'utilise beaucoup le « je ». Ça, c'est un autre truc en conflit. Vous utilisez le « je ». Quelqu'un ne peut pas vous dénier vos émotions, ne peut pas vous dénier comment vous vous sentez. Donc, l'une des choses que je dis qui est super importante dans le conflit, il faut que vous faites la différence entre la personne et le comportement. Toujours. Faites la différence entre la personne et le comportement. Et je veux que vous tenez les autres responsables pour leur comportement. Mais n'allez pas attaquer la personne. N'allez pas attaquer la personne. Donc, au lieu de dire « tu fais ça, donc tu mérites », tu reformules et tu dis « je suis irrité lorsque je me sens ». Donc, ce que tu essaies de faire, c'est vraiment de décoller la personne dans l'équation. Et ça fait des miracles. Je vous jure, ça fait des miracles. C'est là. Un conflit peut être bref et explosif. Puis c'est souvent ce qu'on pense au conflit. C'est deux personnes qui se prennent la tête, ils sont face à face, ça crie, ça pleure, ou ça fait le contraire, c'est-à-dire ça se replie sur eux-mêmes. C'est fini. Ça s'est passé 20 secondes durant une rencontre d'enseignants le vendredi matin et c'est fini. Mais je veux que vous pensiez au conflit aussi sur une deuxième perspective. Oh. Et cette deuxième perspective-là, elle est là. Un conflit long, insidieux, durable. Un conflit non résolu est long. Il buzz comme une abeille. Hein? Il fait un buzz comme une abeille en dessous là, du tapis. Pensez à ces conflits-là aussi. Est-ce que vous en avez dans votre vie tout de suite, des conflits? Ça, c'est des conflits qui peuvent être très, très dommageables parce qu'ils sont vraiment sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé concentré dans le temps, que vous devez gérer, que vous allez gérer dans les prochains jours. C'est possible de le gérer là, quand ça arrive, mais je comprends que des fois, ça prend des jours et des jours pour les gens de revenir de nouveau à la table de discussion. Mais pensez à ceux qui sont très, très longs, très étirés sur eux-mêmes, puisque la communication est presque inexistante. C'est-à-dire, la communication est très de base, très transactionnelle. C'est-à-dire, les gens se disent bonjour juste pour être polis, mais ils ne s'aiment pas vraiment parce qu'il y a un conflit derrière. Pourquoi le conflit est si difficile? C'est parce que si vous voulez vraiment être meilleur à gérer les conflits, vous devez aller dans une différente zone que votre zone de confort. Et puis, ça prend de la pratique, puis vous devez vous mettre d'une façon très vulnérable avec les autres. Mais la magie va seulement se produire lorsque vous allez quitter votre zone de confort. Combien de fois avez-vous dit « Ah, j'ai rien dit, j'aurais dû », mais c'est beaucoup plus facile de rien dire, ou c'est beaucoup plus facile de rien faire. Tout ce que vous faites là, c'est que vous prolongez un conflit qui va devenir peut-être pire à la fin. Vous vous empêchez d'avoir vos besoins d'exprimer, donc vous faites fi de vos besoins. Il y a quelque chose qui se passe, vous laissez tomber c'est quelque chose-là. Et puis, c'est comme, désolé, la métaphore, c'est comme du fumier de cheval. Hein? Qu'est-ce que ça fait du fumier de cheval quand ça s'empile? Ça pue pas moins.
Hein? Ça pue pas moins, ça continue à puer, ça pue juste plus. Vous empilez du fumier de cheval. Donc, la communication transparente, elle est super importante. Je vais vous donner 2, 3 trucs là, de comment approcher quelqu'un avec une communication transparente, beaucoup plus effective là, un peu plus tard aujourd'hui. Alors, les gens me demandent toujours, ben, le conflit, ça se passe dans un environnement beaucoup plus large. C'est vrai. Une des choses que vous devez savoir dans une équipe, si vous pensez à votre école, vous avez des conflits à votre école, vous avez des conflits avec d'autres enseignants. Moi, j'en ai eu plein là, dans mes 13 ans, 14 ans d'enseignement. Des conflits avec d'autres enseignants, des conflits avec des élèves, presque sur une base quotidienne. Là. Moi, j'enseignais à l'école secondaire, il y en a qui me donnaient beaucoup d'attitude. Right? Donc, des conflits, où est-ce que ça se situe? À la base, quand il y a beaucoup de conflits dans une équipe école, avec un environnement, que ce soit dans une famille, je dis toujours que derrière ça, le problème, ce n'est pas toujours le conflit, c'est en bas de la pyramide, c'est la confiance. Quels sont les niveaux de confiance que vous entretenez avec les gens que vous avez un conflit? Je veux dire, il y a des gens dans vos vies que vous avez des habiletés d'avoir des conflits productifs beaucoup plus fréquemment que d'autres. Parce que vos niveaux de confiance vers ces gens-là sont beaucoup plus élevés. Alors moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez diminuer les conflits avec certaines personnes dans vos vies, souvent, à la base, c'est un problème de confiance. Alors là, ça rouvre la boîte de Pandore. Ben là, Frédéric, qu'est-ce qu'on doit faire avec augmenter la confiance avec certaines personnes dans nos vies, d'autres enseignants qu'on a de la difficulté avec, ou peu importe. Là, je pourrais vous donner une autre session juste là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment regarder pourquoi il y a un bris de confiance. Pourquoi vous ne vous faites pas confiance? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous ne vous faites pas confiance? Et à la base, moi, je vais vous dire, c'est parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Puis, une des choses que je veux dire pour connaître suffisamment, c'est que vous devez savoir une chose de très importante. Il y a une différence entre des intentions et des comportements. Ça, c'est super important de voir la distinction. Les intentions, c'est que j'ai comme intention de faire une action et mon comportement ne reflète pas mon intention. Donc, admettons, j'ai l'intention de rassurer quelqu'un qui a beaucoup de peine. C'est mon intention, elle est bonne. Je veux rassurer cette personne-là, mais je vais dire quelque chose, je vais faire quelque chose que cette personne-là va me regarder et me dire ça n'aide pas du tout ce que tu essaies de faire là, Frédéric. Donc, mon comportement et mon intention sont 2 différentes choses. Et malheureusement, on juge les gens sur leur comportement parce qu'on ne connaît pas leur intention. Les intentions sont à l'intérieur de leur cerveau. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous êtes en conflit, essayez de demander aux gens c'était quoi leur intention. Et essayez de communiquer vos intentions. Essayons d'avoir des communications sur nos intentions. Et vous allez voir que des fois, il y a une grande, grande différence sur les intentions et les comportements. Très grande. Et la mauvaise communication, elle se porte sur nos comportements. Donc, ramenez la discussion sur les intentions. OK. Eric, si tu veux bien, nous allons faire un forum de discussion là, avec les 15 participants qu'on a ici aujourd'hui. Le forum de discussion va durer une dizaine de minutes. Si vous voulez bien prendre des notes, si vous en avez l'occasion, parce que j'aimerais beaucoup avoir votre opinion lorsqu'on va revenir en grand groupe. Moi, j'aimerais savoir, là, je ne vous connais pas, les personnes qui vont avoir dans votre forum de discussion, probablement, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que les personnes comme moi, des étrangers, devraient savoir de vous lorsque vous êtes en conflit? La question est large. Vous me dites ce que vous voulez. Comment vous opérez? Quelles sont vos préférences quand vous allez en conflit? Quels sont, selon vous, certains challenges que vous avez ou que vous avez beaucoup de difficultés quand vous êtes en conflit? Est-ce que vous commettez des erreurs quand vous êtes en conflit? Si oui, quelle erreur vous pensez que vous faites? Est-ce que vous avez des choses que vous savez comme moi, regarde, écoute, je fais très bien ça, moi, en conflit. Ça, c'est quelque chose qui a été super important. Qu'est-ce qui est important pour vous en conflit? Quelles sont vos priorités en conflit? Donc, tout ça, là, c'est game pour avoir des discussions sur les gens. Faites un tour de table dans votre forum de discussion puis posez-vous la question. Qu'est-ce que les autres devraient savoir de vous lorsque vous êtes en conflit? Eric? Oui, alors ça donne 4 participants par salle, ça te va? C'est super. Excellent, ce ne sera pas long.
Vous allez voir un bouton apparaître pour entrer dans les salles et puis automatiquement dans 10 minutes, vous serez de retour. Clés. Est-ce que vous pouvez les mettre dans le chat pour moi? Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon style et de mauvais style. Il y a juste des tendances. Alors, c'est quoi vos mots-clés? C'est quoi vos phrases, vos concepts clés? Quand vous êtes en conflit, qu'est-ce que je devrais savoir de vous? Comment vous opérez? Michel dit, moi, je suis à l'écoute, je réfléchis beaucoup, je prends mon temps. Ça, je le vois beaucoup. C'est un gros style, ça, en conflit. Les gens qui sont beaucoup plus, ils ont l'air beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés et réflectifs. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas mal à l'intérieur, mais c'est comme ça qu'ils veulent paraître au monde. C'est un des grands styles dont on va parler un peu de psychologie, là, parce que, bon, moi, je lis des ouvrages psychologiques aussi par rapport au conflit. Donc, ça, c'est vraiment un style. Sinon, Michel dit, j'attaque. J'imagine dans certaines circonstances, il s'adapte et décide d'attaquer. Berlitz dit, je suis calme et ouvert avec confiance. Huître sans confiance. Donc, ça me donne une bonne idée là, de comment vous opérez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent me donner des mots-clés? Moi, je bouge vite. Moi, c'est actif. Moi, en conflit, il faut que ça se règle le plus rapidement possible. Des fois, ça pousse les gens, malheureusement, un peu trop vite. J'aime quand on règle les choses là, le plus rapidement possible. Tout ce que je fais dans ma vie est très, très rapide, très actif. C'est une de mes priorités. C'est une priorité parmi tant d'autres. Viola dit, je me ferme et j'explose par la suite, oui. C'est vraiment la tendance que plusieurs d'entre nous, on a, c'est de garder à l'intérieur jusqu'à temps qu'on n'en peut plus. Et puis, on le fait là, de temps en temps. Marie-Michel dit, moi, je suis dans la réflexion beaucoup, je prends mon temps. Le temps de spécifier mes émotions, le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir probablement mieux l'extérioriser un peu plus tard lorsque la discussion revient. Cynthia est plus comme moi. Elle dit que je suis impulsive. Je repense plus tard à ce que j'aurais dû dire. Oui, ça c'est plus mon style. C'est plus dans cette Barbara aussi, là, je réagis sur le coup. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a différents styles. Il n'y a pas de bon style, il n'y a pas de mauvais style. Il y a des avantages et des inconvénients à tous les styles. Donc, moi, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui est très discuté dans les modèles de conflit, dans les modèles de résolution de conflit, dans l'éducation au conflit, c'est qu'en général, les styles personnels se résument à grands 5 styles. Et après, je vais faire un sondage avec vous. Je vais vous lancer, Éric va vous lancer un sondage quand je vais avoir fini mes explications, là. Puis, je vais vous demander, selon vous, quel est le style qui vous représente le mieux? Alors, regardez chacun des styles et gardez la question que je vais vous poser ensuite en tête. Je vais vous faire voter sur lequel vous pensez est votre style principal. Donc, il y a des styles principaux, il y a des styles secondaires. On a un mélange des 5 styles, mais surtout, naturellement, quel est votre style principal? Alors, si on va avec les styles personnels, le premier, c'est qu'on reconnaît là, en société, c'est le compétiteur. C'est la personne que vous avez probablement déjà rencontrée. Elle marque, elle frappe fort, elle prend des décisions rapides. Il ou elle est sûr de lui. Cette personne-là, lorsqu'elle est en conflit, elle aime prendre en charge. Elle déplace beaucoup d'air. Souvent, l'une des traits caractéristiques ou des traits négatifs, c'est que cette personne-là va un peu mettre de l'ombre sur les autres et un peu apeurer les autres par son style. Style rapide, style qui frappe fort. Généralement, c'est une personne qui a des grandes opinions et qui n'a pas peur de laisser aller ses opinions et de les partager. Cette personne-là, en conflit, elle a tendance à voir la vie comme est-ce que je gagne ou est-ce que je perds? Donc, c'est une tendance là, très prédominante chez ces personnes-là. Ils ne le font pas toujours automatiquement, mais surtout les gens qui sont compétiteurs et qui n'ont pas le degré de conscientisation d'eux, quand ils sont en conflit, c'est est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? Donc, ils mettent ça en gagnant et perdant qui peut être très destructif. Donc, l'une des premières stratégies que j'enseigne à ces gens-là, c'est, je la mets en dessous ici, c'est de laisser de la place aux autres. Ça, c'est une stratégie qui est super importante pour les compétiteurs, de vraiment tenir en tête de laisser de la place aux autres. Prenez pas toute la place.
Le compétiteur a parfois beaucoup de difficultés à être à l'écoute des gens. Donc, c'est très important de pratiquer la notion de l'écoute et de laisser de la place aux gens de s'exprimer et de ne pas sauter sur eux comme un tigre en colère, comme un tigre ferait. Donc, le compétiteur, c'est le premier style. Le compétiteur n'est pas toujours intéressé à la collaboration. La collaboration pour le compétiteur, c'est plus ou moins important. Ce qui est très avantageux du compétiteur, c'est que le compétiteur ne veut pas laisser aller le conflit et le mettre en dessous du tapis. Le compétiteur est très bon à prendre les problèmes de face et à vouloir régler les problèmes. Une des choses très positives du compétiteur aussi, c'est que c'est une personne qui ne prend pas les choses personnelles. C'est-à-dire que, oui, cette personne-là a l'air fâchée, cette personne-là a l'air de vouloir partager des émotions fortes, mais quand le conflit est fini pour un compétiteur, là, dans le temps, là, lorsque le conflit se passe, c'est fini. Donc, si tu n'es pas un compétiteur, ce que tu dois comprendre du compétiteur, c'est qu'il est inacceptable pour le compétiteur de te voir revenir 3 jours plus tard pour te plaindre à nouveau parce que tu as encore des sentiments par rapport au conflit. Le compétiteur, lui, il s'est dit, ben là, on l'a réglé le conflit, pourquoi tu me reviens avec ça? Pourquoi tu me reviens sur les sentiments? Pourquoi, si tu étais blessé, tu ne me l'as pas dit 3 jours passés? Pourquoi tu me reviens avec ça? Donc, très important que le compétiteur, quand il va tourner la page, puis il tourne la page vite, c'est fini. Mais il ne va pas revenir en arrière. Donc, c'est important de savoir ça. Le deuxième style, c'est l'éviteur. C'est la personne qui va vraiment éviter le conflit, qui va vraiment se refermer sur lui-même, jusqu'à temps qu'il n'en peut plus, jusqu'à temps que ça va craquer à un moment donné, puis ça va ressortir de différentes façons. Donc, l'éviteur, comme ça dit dans le mot, va éviter le conflit à tout prix. L'éviteur a très, très peur du conflit. L'éviteur veut réfléchir avant d'agir et des fois, il bouge comme une tortue, très tranquillement. Okay? Mais vraiment, son mode, c'est d'éteindre des feux à répétition, d'éteindre des feux à gauche, d'éteindre des feux à droite pour pouvoir continuer d'avancer. L'un des avantages d'éviter, c'est que l'éviteur, dans le fond, ne va pas choisir toutes ses batailles. Tous les conflits ne sont pas tous des batailles. Le compétiteur a tendance à voir tous les conflits comme étant tous des batailles à gagner. L'éviteur va vraiment pouvoir pas sauter dans le trou là, du conflit là, trop rapidement. Malheureusement, c'est une position vraiment difficile à soutenir, l'éviteur. L'éviteur va toujours perdre. Sa position, c'est toujours perdant. Donc, il va mieux aimer voir l'autre gagner dans le conflit, mais lui, au moins, il n'a pas besoin de s'impliquer, même s'il perd à chaque jour. Voyez les ramifications de ça, de dire que je perds mes besoins, je laisse aller mes besoins dans le conflit à chaque jour. Donc, l'une des stratégies les plus importantes pour l'éviteur, c'est de vraiment commencer à faire face à des problèmes. Donc, pour un éviteur, c'est de vraiment choisir une chose qui les tient beaucoup à cœur dans les prochains mois là, qui vont vivre des conflits, puis de vraiment se pratiquer à ne pas éviter ce conflit-là. Donc, de vraiment tranquillement, à pas de tortue, d'aller voir un conflit basé sur quelque chose qui le tient beaucoup à cœur. Troisième, c'est ce que j'appelle le roi du compromis. C'est la personne qui veut toujours couper la pomme en deux. Le problème avec toujours couper la pomme en deux, c'est que ce n'est pas toujours la justice. C'est-à-dire que si moi j'ai une plus grosse bédaine que la tienne, pourquoi moi j'aurais juste 50% de la pomme? Et pourquoi toi, si tu as une petite bédaine ou que tu n'as pas faim, pourquoi tu aurais un 50% de la pomme? Le danger avec le compromis, c'est qu'on a été enseigné quand on était jeune que le compromis, c'est bon, c'est le roi, hein? C'est la chose qu'on devrait faire. C'est toujours donne-moi un bras, puis moi je te donnerai l'autre bras, donne-moi la moitié, je te donnerai la moitié, tout le monde va être content. Le problème, ce qu'on voit avec le compromis, c'est que souvent, c'est que les deux personnes ne sont pas contentes. Ça arrive, ça, souvent, que les deux personnes ne sont pas contentes avec le compromis, mais ils font le compromis parce qu'ils ont leur notion un peu twistée, là, de qu'est-ce qu'est la justice, c'est 50-50. Alors qu'on sait que l'équité, la justice et tout ça sont des concepts beaucoup plus complexes que juste 50-50. Le roi du compromis. L'affaire qui est bien avec le compromis, par exemple, c'est que le roi du compromis, c'est que lui, il va chercher à voir qu'est-ce que l'autre personne a besoin. Il va chercher à essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre personne va avoir besoin de recevoir, parce qu'il va devoir recevoir la même chose que lui. Donc, déjà là, vous voyez que c'est un mode qui est un petit peu plus à la rencontre de l'autre. Donc, déjà, ça, c'est pas mal positif. Le problème avec le compromis, c'est que le roi du compromis, c'est souvent, il va se laisser marcher sur les pieds.
Parce qu'il va vraiment être pris dans sa notion de 50, 50, 50, 50. Est-ce que moi, j'ai reçu 50, est-ce que toi, tu as reçu 50? Le problème avec le compromis et le roi du compromis, c'est qu'il ne va pas facilement défendre ses propres intérêts. C'est ça qui va arriver. Donc, l'un des types, c'est au roi du compromis, c'est le petit abandonner le compromis, puis regarder vraiment qu'est-ce qui revient à chacun, puis de ne pas te laisser marcher sur les pieds à tout coup, juste pour essayer d'atteindre un compromis. Le quatrième style, c'est le collaborateur. C'est le style souvent qui fait référence là, dans les livres de psychologie comme étant le style le mieux. Par contre, il y a plein de choses que je peux vous dire qui est négatif par rapport au collaborateur. Malgré tu dis, oh mon Dieu, le collaborateur, c'est super bon. Oui, c'est super bon. Le collaborateur, voici qu'est-ce qui est bon avec le collaborateur. Le collaborateur, lui, là, c'est qu'il veut deux choses. Il veut des résultats, donc des résultats par rapport au conflit, par rapport à comment le conflit va se résoudre, donc les résultats. Mais il met aussi une grande emphase sur les relations interpersonnelles. Le compromis, lui, souvent, il va être trop sur l'autre. L'éviteur va être trop sur l'autre. Le compétiteur va être trop sur lui-même, comme gagner, par exemple, compétition. Le collaborateur va vraiment avoir un bel équilibre entre qu'est-ce qui est le résultat, qu'est-ce qu'on devrait atteindre comme résolution de conflit, mais aussi, il ne faut pas endommager à tout jamais nos relations avec les autres. Donc, il faut mettre aussi l'emphase sur l'autre. Voici qu'est-ce que le problème avec la collaboration. Il y en a un gros problème, c'est que ça prend du temps. Collaborer, ça prend du temps. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que moi je veux? Négociation, persuasion, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Donc, souvent, le problème, c'est que ça prend du temps. Puis souvent, on n'a pas le temps. Puis le compétiteur va vous dire ça. Moi, je n'ai pas le temps. faut prendre des décisions, il faut avancer. Donc, ça, c'est une chose qu'on voit dans le collaborateur. Finalement, pour le collaborateur, je te dirais, des fois, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire, tu peux collaborer, tu peux essayer d'avoir des choses par rapport à qu'est-ce qui ont les meilleures ententes, à faire le focus sur les relations avec les autres. À un moment donné, ça ne va juste pas fonctionner. Tu ne pourras pas plaire toujours à tout le monde. Je vais dire la même chose à le roi du compromis. Tu ne pourras pas toujours plaire à tout le monde, incluant toi-même. Donc, il faut savoir quand laisser tomber. Le collaborateur est très persistant. Et il va essayer jusqu'à temps qu'il n'y a rien à faire et il y a une perte de temps. Et finalement, il y a l'accommodateur. L'accommodateur, c'est la personne qui va être vraiment willing, vraiment capable d'accommoder. Le problème avec ça, premièrement, l'avantage, c'est que c'est incroyablement bon d'être accommodateur. Je veux dire, c'est une belle qualité de pouvoir accommoder les autres, surtout en conflit, c'est quelque chose qui peut être super. Le problème avec l'accommodateur, c'est que fait à outrance, qui est souvent le cas de l'accommodateur, c'est que cette personne-là va oublier ses propres besoins, ne va pas être capable de vraiment se défendre pour dire ça, c'est mes besoins, va tellement accommoder que dans le fond, cette personne-là va perdre. Donc, souvent, ce que je dis aux accommodateurs, c'est au lieu de toujours chercher à accommoder les autres, parce qu'à la fin, toi, tu n'es pas content. Essaie de protéger tes intérêts quand c'est super important pour toi. Quel est votre style naturel de gestion de conflit? Est-ce que tu peux bien lancer le sondage, Eric? Le sondage est anonyme, malgré que ce n'est pas des secrets d'État, mais le sondage est anonyme. Quel est votre style naturel? Donc, on va juste attendre. J'ai 8 personnes, 10 personnes qui ont voté. On va attendre qu'on se rende le plus possible proche de nos participants. Tout le monde a eu la chance de voter. Les choses changent un peu. Eric, je crois que ouais, on a eu tout le monde qui a eu la chance de voter maintenant. Alors, si tu veux bien terminer le sondage et partager les résultats, moi, je peux le faire aussi. OK. Là, vous seriez en mesure, les participants, de voir votre résultat. Qu'est-ce que c'est? Nous avons dans la salle avec nous 4 compétiteurs, 5 éviteurs. Nous n'avons pas de roi du compromis, en tout cas, du moins là, comme style naturel. Nous avons 2 collaborateurs, nous avons 2 accommodateurs. Ouais. Ça fait du sens. Moi, mon style est collaborateur avec une grande incidence de compétiteur. Quand je me mets dans une section là, où est-ce que je l'ai pris un peu plus personnel, je vais aller dans le compétiteur. Mais moi, je fais un peu entre les deux. Donc, c'est vraiment intéressant.
c'est la première étape, en fait, tout le monde. C'est vraiment la première étape, à savoir quel est votre style naturel. Michel me dit dans le chat, tout dépend de la situation. Absolument, on n'est pas noir et blanc. L'être humain est très complexe. Je veux dire, moi, personnellement, quand j'étais enseignant, j'étais fortement sur le style collaborateur, j'étais parfois accommodateur. À la maison, je suis beaucoup plus compétiteur. Je suis beaucoup plus compétiteur à la maison. J'ai les niveaux de confiance à la maison avec mes enfants et ma femme sont très élevés. On a des bons niveaux de confiance, donc je me permets un peu plus là, en termes de force, si vous voulez, puis c'est mon style naturel aussi. Donc oui, absolument, Michel, tout dépend de la situation. Et on va changer de style. L'important, c'est de reconnaître quel style va faire notre, va vraiment bander dans le sens de nos objectifs. Souvent, malheureusement, nos objectifs sont beaucoup trop au bout de notre nez. Il faut vraiment réfléchir. Ça, c'est une chose que je dis souvent aux gens. Il faut vraiment vous réfléchir à quels sont vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour l'autre personne, comme j'ai dit tantôt? Puis qu'est-ce que vous voulez accomplir? Ça, on l'oublie. Puis c'est naturel qu'on l'oublie parce qu'on est sur le coup des émotions. Quand on est sur le coup des émotions, on ne pense pas correctement. Je veux dire, on est en état d'ébriété mentale. Puis je ne veux pas dire à cause de l'alcool, je veux dire vraiment à cause de nos émotions. Donc, il faut vraiment se souvenir quels sont nos intérêts, quels sont les intérêts des autres personnes dans le conflit. Et si on ne les connaît pas, il faut leur poser les questions. Et finalement, quels sont nos objectifs à long terme? Tu sais, les gens disent toujours, il faut choisir nos batailles, il faut choisir nos batailles. C'est vrai dans un sens qu'il faut choisir nos batailles, mais il ne faut pas oublier non plus de ne pas abandonner les batailles qui sont super importantes pour nous, pour les autres, pour nos relations avec les autres. En fait, c'est ça qui est le message. Alors, c'est une question de priorité. Les priorités sont différentes. Alors, généralement, si vous m'avez dit dans le sondage précédemment que vous êtes un compétiteur, pour vous, les priorités, c'est la logique. Vous avez vraiment une intolérance, les compétiteurs, généralement, avec des choses qui sont vraiment illogiques pour vous. Quand les gens vont vous dire des choses qui ne font pas de bon sens et tout ça, vous allez vraiment être frustré par ça plus que les autres. Et puis, si vous avez des tendances qui sont un peu comme les miennes, c'est-à-dire à vouloir la victoire, des fois, un peu trop rapidement, donc, c'était vraiment de décoller notre cadre de référence, victoire, perdre, puis de vraiment regarder, est-ce qu'on peut se mettre en situation gagnant-gagnant? Est-ce qu'on peut vraiment se mettre dans une situation où les autres ont la chance aussi, autant que nous, d'avoir un peu de leur compte là-dedans? Le roi du compromis puis l'accommodateur, eux, sont beaucoup plus sensibles que le compétiteur et beaucoup plus enclins au consensus. Les sentiments, la façon dont les autres se ressentent, la façon dont moi je me ressens, les sentiments sont beaucoup plus prioritaires pour eux. Voyez le grand chiffre qui est entre le compétiteur puis le roi du compromis et l'accommodateur. Puis, voyez qu'il y a des priorités qui vont s'enchevaucher un peu, s'enchevaucher. Par exemple, le compétiteur est sur la logique, alors que l'éviteur est aussi sur la logique. C'est-à-dire, l'éviteur, lui, qu'est-ce qui est vraiment important pour lui, c'est la notion de justice. Souvent, c'est une notion très personnelle qui est à l'intérieur de eux, basée sur leur expérience puis leur niveau de maturité. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. La logique est super importante pour l'éviteur. Puis une chose que j'aurais pu mettre aussi comme priorité, c'est de l'éviteur, c'est beaucoup aussi la réflexion. De ne pas prendre de risques, puis de vraiment réfléchir à tous les coups, de vraiment bien réfléchir, d'être vraiment stratégique. Le mot stratégie, là, les éviteurs aiment beaucoup ça. Je vais être stratégique. En fait, qu'est-ce que les éviteurs ne réalisent pas toujours, c'est qu'ils ne sont pas du tout stratégiques. Parce qu'en voulant être stratégiques, ils viennent en perdre leurs propres besoins parce que tout ce qu'ils font, c'est éviter les conflits. Maintenant, il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, peu importe ce que tu es, c'est, je veux dire, comment tes parents, par exemple, eux, géraient les conflits. Quand tu étais jeune, tu voyais tes parents avoir des conflits entre eux, s'il y en avait, puis entre les autres personnes dans la communauté, comment eux faisaient leurs conflits. L'éviteur aussi a très peur. C'est vraiment les gens là, dans les priorités au conflit qui ont le plus peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi, les éviteurs? Ils ont peur de plein de choses. Tout le monde a des peurs, mais ils ne sont pas tout seuls à avoir des peurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur d'endommager des relations d'une façon permanente, alors que ces peurs-là ne sont pas toujours réalistes. C'est-à-dire, les gens peuvent avoir des conflits sans avoir des relations perdues à tout jamais, mais il y a beaucoup de dramatisation là-dedans. Le collaborateur est beaucoup sur l'expression. Il est vraiment fort sur ses sentiments, vraiment fort à exprimer ce qu'il pense.
Mais comme j'ai dit tantôt, le collaborateur, des fois, il est un peu trop sur les sentiments. Il n'est pas assez souvent sur la logique. Donc, souvent, ils perdent du temps à essayer de trouver des ententes, alors que c'est des ententes qui vont devenir impossibles. Alors là, j'ai 2 questions de réflexion pour vous. Je veux essayer quelque chose avec vous. Donc, si vous voulez bien partager à voix haute, donc de partager avec moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez. Vous pouvez prendre votre petit micro lorsque c'est votre tour, si vous voulez bien parler, puis décoller le mute, unmute le micro, si vous voulez bien. Alors, j'ai 2 questions de réflexion. J'aimerais vraiment avoir votre opinion, si quelqu'un veut bien se tenter ou des personnes qui veulent bien se tenter. Ma première question est celle-là ici. Comme enseignant, enseignante qui travaillait dans une école, qui travaille dans une école, ou si vous voulez penser comme membre d'une unité familiale, comme papa, comme maman, comme copain, copine, quelle est votre réalité commune? Donc, si j'avais à vous poser comme question, votre réalité commune, c'est un concept très important en résolution de conflits. Là, il y en a peut-être qui disent qu'est-ce qu'il veut dire par réalité commune? Alors, je m'explique. Une réalité commune, c'est qu'en conflit, pour mieux gérer nos conflits, il faut à la base avoir une discussion avec les personnes sur vos réalités communes. La meilleure façon d'expliquer le concept, c'est en disant que la réalité commune, c'est les choses que les 2 parties dans un conflit ou dans une unité familiale ou dans une école, tous les parties s'entendent pour dire que ça, c'est important également pour eux, que c'est tous important également pour eux. Donc, une réalité commune, par exemple, pour moi et ma famille, c'est évidemment d'élever des enfants qui vont être respectueux des autres, respectueux d'eux-mêmes, puis respectueux de l'environnement. Si j'apporterais ma femme ici, puis je poserais des questions, puis à faire une liste de réalités communes, c'est certain, je vous jure à 100%, c'est une réalité commune entre moi et ma femme dans l'unité familiale. Nous voulons la même chose. Pour ça, nous voulons la même chose. Puis je pourrais vous commencer à faire une liste d'autres choses. Maintenant, je vous pose la question au niveau de votre école. Quelles sont les réalités communes dans vos écoles? Comme enseignant qui travaillait dans une école, comme membre peut-être de votre famille, quelle est votre réalité commune? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se tenter? Donnez-moi un pouce en haut, puis j'appelle votre nom, puis on... OK. Alors, je vais y aller avec Marie-Michel. Marie-Michel, si tu veux bien décoller ton micro. Oui. Ben, une réalité commune dans une école, j'ai l'impression que ce serait la réussite des élèves. Oui, absolument. Maintenant, je pourrais te poser une autre question. Veux-tu me donner plus de détails? Qu'est-ce que tu entends par réussite des élèves? Pas nécessairement, en fait, la réussite, c'est plus le fait que les élèves doivent être dans un environnement qui va les aider à progresser, dépendamment de leur niveau, qui vont se sentir confortables, qui vont être bien, qui vont se sentir acceptés, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Donc, en fait, pas la réussite, mais le bien des élèves sur tous les points, au niveau psychologique, donc sur tous les points. Oui, exactement. Ça, c'est bon. Alors, il y a peut-être des gens qui disent aussi, ah, ben ça pourrait être une réalité commune pour toutes les écoles, ou c'est une réalité commune pour toutes les écoles. Et plus ou moins, oui. Moi, j'ai fait 7 écoles dans ma carrière. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 5 ou 6, du moins. Puis je peux vous dire qu'il y a des écoles qui mettaient beaucoup plus l'emphase sur certains aspects. Par exemple, dans les écoles, j'en ai une en particulier qui mettait beaucoup d'emphase sur le bien-être émotionnel des élèves. Comme ça, c'était super important pour la direction d'école. C'était important pour les enseignants. Il y avait vraiment à cœur le bien-être émotionnel, la gestion des émotions, tout ça. Puis ça m'avait marqué parce que je me disais, j'ai jamais enseigné dans une école qui mettait autant d'emphase sur cette réalité commune-là. Puis c'était quelque chose que les enseignants et la direction scolaire, tout le monde était comme, oh, nous, on fait ces activités-là à chaque année. En maternelle, on fait comme ça. En 6e année, on fait comme ça. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des réalités communes par rapport à vos écoles que vous dites, ça, là, Frédéric, c'est pas mal une réalité commune de mon école. Je ne sais pas si c'est dans d'autres écoles, mais c'est pas mal dans mon école. Si vous me donnez un pouce en haut. Ah, Berlitz, si tu veux bien, s'il te plaît. Être en quête sans cesse de service. Tous les enseignants, toute la direction veulent avoir des aides élèves, veulent avoir les psychologues, veulent avoir de l'aide externe. On dirait qu'on est dans un désert à essayer de prendre de l'eau puis il n'y en a jamais assez. Oui, c'est vrai. Ça peut être très fatigant, ça. Hein? Ça peut être très, très fatigant. Tu as tout à fait raison.
C'est une réalité commune dans plusieurs des écoles. Au service, c'est presque au service à l'extrême, hein? Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se tenter? C'est quoi votre réalité commune dans vos écoles? Voici l'avantage de commencer un conflit en regardant pour les réalités communes. Par exemple, Berlitz vient dire c'est au service des élèves. OK. À quoi ça ressemble? C'est probablement, il y a des variations de ça dans toutes les écoles, dépendant c'est quoi ce que ça veut dire d'être au service des élèves. Moi, dans certaines écoles, être au service des élèves, ça voulait dire être disponible de telle heure à telle heure et même disponible au-delà des heures de l'enseignement. Ce que je veux dire, c'est peu importe qu'est-ce qui est vos réalités communes, au niveau individuel, au niveau de vos écoles, avec les autres, lorsque vous êtes en conflit, il y a des choses en commun. Malgré que peut-être des fois, on ne les voit pas, peut-être des fois, on a de la difficulté à les voir parce qu'on est en conflit, puis on a des émotions, puis moi, je ne suis pas comme cette personne-là, puis cette personne-là, je n'accepte pas ça. Mais il y a des réalités communes. Et il a été prouvé que dans la résolution de problèmes, quand les gens sont, par exemple, en divorce, par exemple, donc ils doivent se diviser les enfants, là, souvent, ou que c'est très acrimonieux comme divorce, les chances de réussite d'avoir une résolution qui sera beaucoup mieux pour les enfants, c'est d'avoir des discussions avec les parents sur quelles sont vos réalités communes à vous. Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce qui sont vos roches? Quelles sont vos roches? Quelles sont vos choses de base? Et puis, c'est ça que je dis toujours aux gens, c'est de leur enseigner, quand vous êtes en conflit, de toujours voir à qu'est-ce que vous êtes capable d'être en accord avec. De toujours avoir cette discussion-là au début. Et moi, je l'ai tenté au niveau personnel plusieurs fois, cette technique-là de trouver qu'est-ce qu'on est en accord. Puis, c'est incroyable qu'est-ce qu'on est capable qu'on ait trouvé qu'on est en accord. Donc, il y a des bonnes ressources là-dessus en ligne aussi. Mais c'est de trouver le terrain commun. Qu'est-ce qui est le terrain commun? Où sont les roches? Où sont les ancres dans la relation avec l'autre? Qu'est-ce que vous voulez comme à la fin? Une des choses qui est une réalité commune, c'est que les gens veulent régler les conflits. Je veux dire, les gens ne veulent pas. Moi, je ne connais pas personne qui aime ça être en conflit, qui aime faire mal aux autres. Oui, il y en a probablement qui sont méchants et qui aiment ça faire mal aux autres. Mais en réalité, souvent, la réalité commune, c'est qu'on veut une résolution claire, on veut une résolution qui va être favorable, si possible, au conflit dans lequel on vit. Donc, vérifiez vos réalités communes. Ayez ces discussions-là. C'est une super de belle technique d'avoir cette discussion-là. Au lieu d'aller sur des choses, on va toujours sur des choses qu'on n'est pas d'accord. Ben, toi, tu es d'accord avec ça. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ben, toi, tu es d'accord avec ça, mais moi, je n'aime pas ça. Puis, on se perd là-dedans. Essayez une technique, tournez le 25 sous, puis regardez l'autre côté de la médaille. OK, mais qu'est-ce qu'on est d'accord avec quoi? Puis après ça, on va informer nos comportements, puis on va informer nos décisions sur la façon de bouger de l'avant avec nos conflits, sur nos choses qu'on est d'accord avec. Deuxième question. Selon vous, est-ce que vous avez suffisamment d'occasions pour communiquer et entretenir des conflits sains? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous avez suffisamment d'occasions dans vos vies, professionnelles et personnelles, de communiquer et d'entretenir des conflits sains? Ou vous n'en avez pas et pourquoi? Non? Pas d'opinion? OK. Ah, oui, Berlitz. Bien, je dirais à la maison, oui, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de temps. À l'école, je ne peux pas dire que j'ai toujours le temps parce qu'on est toujours en train de courir à gauche et à droite pour essayer d'assouvir les besoins de tout le monde, que souvent, on n'a juste pas le temps ni l'énergie de régler ça. Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression que quand ça arrive, là, de ne pas avoir le temps, puis je me mets dans cette position-là d'enseignant, là, comme moi aussi j'ai été pendant des années. Est-ce que tu penses que ça met les problèmes pires un peu plus loin là, dans le calendrier, là, dans l'année scolaire? Pour les autres, non. Pour moi, oui.
parce que ça me gruge à l'intérieur. Ça se peut que ça gruge les autres aussi. C'est juste peut-être que tu n'es pas au fait au-dessus, hein? J'ai pas toutes les réponses. Ouais, t'as pas toutes les réponses. Donc, pourquoi je pose la question, c'est de vraiment réfléchir à la discussion que je viens d'avoir avec Berlitz au sujet de comment tu te sens par rapport à ça. Comment tu te sens par rapport au conflit? Est-ce que justement, tu as suffisamment d'occasions de communiquer, de les entretenir? Parce qu'on ne va pas s'améliorer si on ne peut pas trouver du temps, puis si on ne peut pas trouver les moyens, puis si on ne peut pas sortir de nos zones de confort. Puis, encore une fois, je ne vous dis pas de choisir tous les conflits, mais la prochaine fois que vous avez des conflits, là, à l'école, par exemple, parce que moi, ça m'arrivait souvent, là, je suis comme vous, là, ça m'arrivait souvent. Des conflits, des mésententes, des mauvaises communications, des choses dites dans le corridor que je ne suis pas content. Notre premier instinct, c'est d'aller vers l'évitement. Notre premier instinct, c'est de dire « je laisse tomber, je n'ai pas le temps, je ne veux pas prendre cette bataille-là », alors que je vous invite, c'est une invitation, là, ce n'est pas une obligation, c'est une invitation de dire « la prochaine fois que ça arrive quelque chose comme ça, ça n'a pas besoin d'être le conflit de la mort, ça n'a pas besoin d'être le gros conflit. Est-ce que vous pouvez prendre un autre chemin? Est-ce que vous pouvez dire, je vais prendre le chemin du conflit productif? Je vais essayer de m'exercer sur des choses. Et ça, ma propre femme, elle l'a fait la semaine passée avec une collègue. Ça s'est bien déroulé. Elle l'a fait avec une collègue après avoir lu un livre qui justement parlait de conflit. Puis, j'étais fier d'elle. Ben, je me dis, on devrait faire ça plus souvent. On devrait faire ça plus souvent, de ne pas juste laisser tomber, de ne pas juste dire je vais mettre sous le tapis, de vraiment aller à l'encontre de l'autre puis de dire il n'y a absolument rien de mauvais à dire à une personne si je suis en conflit avec vous aujourd'hui. Il n'y a absolument rien de mauvais de dire que ça me rend inconfortable. En fait, j'utilise ça des fois. Je dis, j'ai un bon ami, des fois je suis en conflit avec, que j'étais en conflit avec le mois passé, j'ai dit, regarde, ça me met dans un état vulnérable, j'aime pas ça, je suis inconfortable, mais je dois partager des choses avec toi. Puis, tu sais, j'aimerais qu'on le fasse d'une façon civilisée, j'aimerais avoir une belle communication, j'aimerais aussi, je t'invite aussi que s'il y a des choses que tu as trouvées désagréables avec moi au courant des derniers jours, je sens une tension, je veux vraiment communiquer avec toi, je vais rester calme, je vais vraiment essayer de m'exprimer, je vais essayer d'aller à la rencontre de l'autre. Et puis, j'ai dit ça au début de la discussion. Et à chaque fois que je fais ça, au début d'une discussion, au lieu de devenir au conflit en disant « moi, je vais avoir mon armure, puis je vais faire pareil comme si ça ne me dérange pas », ça marche toujours mieux quand je le fais de cette façon-là. Donc, c'est juste une invitation. Ce que je veux dire, c'est que le conflit est tout à fait inévitable. Vous savez ça, on sait ça. Il y a une zone idéale de conflit. Il y a une zone, si vous voyez sur le continuum que je parle avec vous autres, c'est qu'il y a deux dangers avec le conflit. Le premier danger, là, si on veut parler de danger, c'est l'harmonie artificielle. C'est ce que les bons Canadiens ont fait souvent. La société canadienne est quand même assez reconnue comme en étant des bonnes personnes, des gens calmes, des gens qui sont très à l'aise avec le compromis. Puis bon, on a cette vision-là du Canada puis des Canadiens. Hein? Quand on va à l'international, cette vision-là. Le problème avec l'harmonie artificielle, c'est un peu ce que je disais avec Berlitz tantôt, c'est que ça gruse les gens à l'intérieur. L'harmonie artificielle est autant dommageable que les attaques personnelles. Donc, vraiment, sur le continuum du conflit, c'est vraiment d'essayer d'avoir des réponses productives. Vu que le conflit est inévitable, il faut vraiment aller vers le conflit puis d'essayer d'utiliser tous nos moyens à nos dispositions pour ne pas aller dans le non-productif, qui est à gauche, c'est les attaques personnelles et des dommages permanents. Et à droite, c'est ce qu'on appelle une harmonie artificielle. C'est-à-dire, je mets tout sous le tapis jusqu'à temps que je vais exploser. C'est vraiment se tenir dans le milieu. Ça, c'est difficile parce que dans le milieu, tu vas vouloir aller d'un côté ou l'autre, toujours. C'est normal. Mais reste dans le milieu. Vraiment affronter le conflit. Puis c'est vraiment là que la magie va commencer à s'opérer. Puis c'est là qu'on va pratiquer beaucoup plus nos compétences de résolution personnelle. Greg Anderson, un des auteurs que j'ai rencontré dans mes recherches, dit « La loi du gagnant-gagnant dit ne le fais pas à votre façon ou ne le fais pas à ma façon, faisons-le de la meilleure façon. »
Et souvent, c'est ça que j'aimerais beaucoup, surtout dans les écoles, là, pour avoir vécu là, beaucoup dans les écoles aussi, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est la meilleure façon. Et la meilleure façon, c'est votre réalité partagée. Si la meilleure façon, ça a été compris et appris que c'est la réussite de l'élève, moi, je me souviens de conflits que j'ai eu avec mes directions adjointes, par exemple, quand j'étais chef de département dans une grande école là, de 2000 élèves ici à Calgary, puis c'est là que j'essayais d'aller. Puis je n'avais pas réalisé que c'est ça que je faisais. C'est qu'est-ce qui est mieux pour la réussite des élèves. Puis c'est d'essayer de comprendre que qu'est-ce qui est mieux pour la réussite de l'élève, qu'est-ce qui est mieux pour le service aux élèves, comme Berlis disait tantôt, le service, qu'est-ce qui est mieux pour le service des enseignants. Qu'est-ce qui est bien pour votre bien-être mental et votre bien-être émotionnel. Ça, on n'en parle pas assez suffisamment, évidemment. On n'en parle pas assez de ça. Mais qu'est-ce qui est notre réalité commune? Qu'est-ce que les gens veulent dans un conflit? Puis de vraiment prendre ça comme point de départ, au lieu de juste regarder qu'est-ce qu'on n'aime pas. OK, voici des tendances destructives. Okay, nous avons des tendances destructives dans le conflit. Critique, accuse l'autre, exagère, dramatise, punit l'autre. Lorsqu'on n'a pas de sa manière, on va aller derrière, on va le punir d'une façon ou d'une autre. Peut-être l'isoler socialement avec des amis enseignants, ça peut être toutes sortes de choses, hein, punir. Laisser les problèmes... couper la parole, éviter de communiquer, juste complètement arrêter la communication, faire des attaques personnelles, aller dans le dos des gens, puis essayer de diviser ou de nuire à la réputation. Donc, j'imagine que vous connaissez plein de gens qui font ça. J'imagine qu'il y a certaines de ces tendances destructives-là que l'on fait nous-mêmes comme individus. Vous savez très bien, je sais très bien que ce sont des tendances destructives. Ça ne mène à aucune résolution. Et c'est ça qu'il faut éviter. Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Très difficile. Très difficile à éviter. Certains d'entre nous, nous allons utiliser certaines tendances techniques destructives beaucoup plus que les autres, alors que d'autres vont utiliser d'autres types de techniques. On a tous développé au courant de notre enfance, puis notre adolescence, puis notre monde adulte, des techniques destructives. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître certaines tendances destructives que vous avez là? Moi, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, en fait, couper la parole, c'était complètement quelque chose que je faisais beaucoup. Quelque chose au courant des 10 dernières années que j'ai travaillé fort en conflit de ne pas faire. Est-ce que j'ai du succès 100% du temps? Non. Mais ça ne va pas arriver 100% du temps, mais je suis conscient. Alors, est-ce que vous êtes conscient de certaines tendances destructives que vous faites? Donc, voici ce qu'on va faire. Nous allons, dans le chat, oui, nous allons utiliser le chat. Je pensais que c'était un forum, le forum s'en vient dans pas longtemps. Citez 2 ou 3 réponses non productives. Je vais remettre de nouveau la diapositive. Là. Citez 2 ou 3 réponses non productives que les autres font, que vous trouvez les plus frustrantes. Quand vous êtes en conflit avec les autres, qu'est-ce que les autres font que vous trouvez qui sont les plus frustrants pour vous? Mettez-moi ça dans le chat. Là. Pour vous, personnellement, c'est quoi les choses qui vous irritent? Quand vous êtes en conflit, qu'est-ce que les autres font? Pas vous, là. Qu'est-ce que les autres font qui vous irritent beaucoup, beaucoup? Moi, une chose que je suis très sensible, c'est quand les gens, c'est peut-être mon aspect compétiteur un peu, mais quand les gens ont un conflit, puis ensuite, oups, qu'ils reviennent derrière là, pour vraiment mettre le couteau dans le dos. Ça, pour une raison ou une autre, je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose que je trouve que les autres font, que je trouve très, très frustrant pour moi. C'est comme d'aller dans le dos et tout ça. Qu'est-ce que les autres font que vous trouvez très frustrant? Marie-Michel dit éviter de communiquer. Éric, tu as partagé un... Oui, mais tu as un sondage là-dessus. Est-ce que tu voulais que je le partage ou tu préfères utiliser la fenêtre conversation? OK, parfait. Pas tout de suite, mais il s'en vient. Il s'en vient. Barbara dit, moi, c'est quand les gens crient, ont des rancunes. Julie dit, quand les gens disent, j'ai pas le temps, c'est pas important. Rita dit, les gens exagèrent la situation, accusent les autres. Michel dit, quand les gens sont malhonnêtes avec tout ça. Cynthia dit, couper la parole. Berlitz dit, attaque personnelle, critique l'autre. Punit, critique. OK. Intéressant. Il y a une raison pourquoi je vous pose ça comme question, de vraiment voir qu'est-ce que qui vous irrite. Il y a 2 raisons, en fait. La première raison, c'est de vraiment être conscient de qu'est-ce qui vous irrite chez les autres. Parce que ça va créer une réponse émotionnelle chez vous.
ce qui va avoir tendance à vous pousser à faire de la tendance beaucoup plus destructive. Vous voyez le cercle vicieux, là? Les autres font des choses qui me dérangent, ce qui me frustre, ce que moi, je fais des choses qui vont les déranger. Donc, je vais prendre mes propres tendances destructives. Et destruction, le feu avec le feu fait plus de feu. C'est tout ce que c'est. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Là, la seule façon que les psychologues ont trouvé pour enlever le cercle vicieux, c'est de vraiment d'augmenter le niveau conscientisant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'eux font en conflit, puis qu'est-ce que l'autre fait en conflit qui les irrite. Donc, c'est les deux parties qui sont super importantes. Deuxième partie, c'est, je vais juste aller tourner ici. Là, ça va être le sondage. Deuxième partie, c'est vous demander un sondage. Donc, Eric, si tu veux bien, nomme 2 ou 3 tendances destructives que vous utilisez le plus souvent en conflit. Sondage est anonyme, juste pour vous sachiez. So, Eric va vous lancer ce sondage ici. Vous pouvez avoir plusieurs réponses. Vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez. Nommez 2 ou 3 tendances destructives que vous utilisez le plus souvent en conflit. Je vais vous laisser un petit peu plus de temps parce que j'en ai mis 10 tendances destructives, puis vous choisissez les 2 ou 3 tops. OK. Est-ce que tout le monde, vous avez eu la chance de voter là-dessus? Oui. Juste faire certain. Oui? Oui. OK. Est-ce qu'on peut partager, Eric, s'il vous plaît, le sondage? Je vais donner un exemple des gens, qu'est-ce qu'eux, ils font, là, qui sont de tendance destructive. J'ai 46 qui ont dit « crie, attaque, explose ». J'ai 46 aussi qui m'ont dit « laisse les problèmes s'aggraver ». Évite de communiquer comme troisième. Laissez les problèmes s'aggraver, ouais. Évite de communiquer. Critique et accuse l'autre. Alors, voici qu'est-ce qui est le message ici. Les autres font des choses qui vous frustrent, mais vous faites aussi des choses qui frustrent les autres. Alors, au moment donné, il faut réaliser qu'il faut donner de l'eau dans son vin et il faut que les autres donnent de l'eau dans leur vin. Une des choses, c'est qu'il faut se conscientiser par rapport à ce que les autres font qui vous irrite beaucoup. Moi, une des choses que les autres font beaucoup, c'est éviter de communiquer. Mais ça, c'est mon style à moi. Moi, je suis très communicatif. J'aime beaucoup communiquer, je veux exprimer mes sentiments, je veux exprimer tout ça. Quand les autres évitent de communiquer, ça mérite beaucoup. Juste le fait de faire attention à ça, de ne pas le prendre personnel, que ces personnes-là évitent de communiquer parce que c'est leur réaction au conflit, et puis que c'est quelque chose qui mérite, ça m'aide beaucoup quand les gens font ça, de ne pas le prendre trop personnel. Donc, j'essaie de vraiment enlever le cercle vicieux. Donc, vous allez faire des choses qui vont avoir des tendances destructives et les autres vont faire de même. Donc, c'est très important de réaliser ça pour de vraiment voir à mitiger les choses. Tendance productive. Il y en a plusieurs aussi, des tendances productives. Je suis certain que vous en utilisez aussi. Vous n'utilisez pas juste des tendances destructives, j'espère, dans vos résolutions de conflits. Donc, au moment où est-ce que vous vous mettez vulnérable et vous partagez vos sentiments, au moment où est-ce que vous prenez le choix conscient de rester calme, malgré le fait que tout vous empêche de rester calme, vous êtes quand même là, comme David et Goliath, capable de rester calme. Quand vous êtes vraiment écouté attentivement, lorsque vous validez les émotions des autres. On ne se dit pas assez, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à pardonner plus. Les gens en société devraient apprendre à pardonner plus. Je suis un grand défenseur de ça. Le pardon est tellement efficace à la fois pour soi et par la fois dans nos relations avec les autres. Confronter les problèmes directement. Utiliser les paraphrases et les clarifications, on va en parler là ensemble, c'est super, super important. Donc, quelle tendance est facile pour vous? Est-ce que vous envoyez là, vous dites « Ah, ça, je fais ça, c'est facile pour moi. » Mais si c'est facile pour vous, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour d'autres. Et quelle tendance est difficile pour vous? Vice-versa. Donc, de vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez mettre comme stratégie la prochaine fois. Êtes-vous assez à l'écoute du non-verbal des autres, par exemple, pour vraiment vous faire des choses, vraiment voir si l'autre est dans quel état qu'il est. Donc,
Nous allons avoir un petit forum de discussion. Il est déjà 2h20, Eric. Je crois que j'avais prévu une session un petit peu plus longue que prévu. On ne va pas aller dans le forum de discussion. Nous allons aller plutôt vers un autre forum un peu plus loin ici. Donc, une des choses que j'ai parlé dans ma session précédente, c'était sur les émotions. C'était la technique du recadrage. Et ça, c'est une technique qui est super importante en conflit aussi. Donc, je la répète ici, là. Mais le recadrage, si vous n'étiez pas dans ma session sur les émotions, c'est de vraiment regarder la situation en portant de nouvelles lunettes. Ça, c'est super, ça peut être quelque chose qui est super puissant, la technique du recadrage. Le recadrage, c'est d'essayer de voir pourquoi les gens ont agi de ce comportement-là, puis de vraiment voir s'il y a quelque chose d'autre qui pourrait expliquer le comportement des gens. Que souvent, le comportement que nous, on reçoit des gens, on va se l'intérioriser puis on va se le donner d'une certaine façon. « Oh, il m'a manqué de respect, il a fait ça pour me mériter, il a fait ça pour être vraiment méchant avec moi. » Alors que, est-ce que c'est vraiment ce que cette personne-là essaie de faire? Pourquoi ce comportement-là? C'est d'aller à la recherche un peu avec un esprit curieux de l'autre. Pourquoi il fait ça? Quels sont ses besoins? Quels sont ses objectifs? Est-ce que ses objectifs sont vraiment d'une façon malicieuse? Est-ce que cette personne-là est vraiment malicieuse? Et ce que j'aime beaucoup partager, c'est la technique des 3 questions. Et c'est un peu quelque chose qu'il faut pratiquer. Là. Bon, maintenant, je les connais par cœur là, quand ça m'arrive là, devant le visage, là. Mais c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Premièrement, quand une personne fait quelque chose devant moi, j'arrête une seconde et je dis, OK, il y a une pensée automatique qui va se passer. Si tu me dis quelque chose, la première chose, puis c'est un peu impoli, la première chose que je vais penser, c'est que tu me manques de respect. La première chose que je vais penser, c'est pourquoi tu as été impoli? Puis là, je vais arrêter et je vais dire, est-ce que c'est vraiment valide et vrai? Est-ce que justement, j'ai mal interprété son ton de voix? Est-ce que cette personne-là, c'est juste de se dépêcher pour me dire quelque chose alors que ça a paru impoli, ça a paru comme ça? Mais est-ce que c'est vraiment valide et vrai? Ça, la première chose, je vais challenger mes pensées. C'est des pensées automatiques qui arrivent, on ne peut pas les enlever, ça arrive. Tu m'as parlé de cette façon-là, j'ai pensé à ça. Est-ce que je vais réagir ou est-ce que je réagis de manière excessive? Est-ce que je suis exagéré? Est-ce que je devrais laisser aller un petit peu mes chevaux vapeurs? Est-ce que je devrais faire ça? Et puis, y a-t-il une autre façon de voir la situation? Juste comme ça, là, dans ma tête, là, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les 3 questions de base. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'agis de manière excessive? Est-ce qu'il y a une autre manière de voir la situation? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'agis de manière excessive? Est-ce que je peux voir la situation d'une différente façon? Et ça, c'est boum, 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 ça arrive vraiment dans une fraction de seconde. Je l'utilise presque à chaque jour, cette technique-là, et elle fonctionne très, très bien. Et souvent, qu'est-ce que je réalise? C'est que mes tendances destructives sont beaucoup moindres parce que je suis capable d'appliquer cette technique-là très rapidement, les 3 questions de base. Alors, les 5 habiletés à maîtriser en conflit, pour vraiment avoir des conflits, la première chose, c'est la communication. Est-ce que vous communiquez bien avec les autres? Est-ce que quand vous parlez, est-ce que vous prenez vraiment la peine de vraiment bien exprimer ce que vous ressentez? Est-ce que vous parlez beaucoup en jeu, en conflit? Est-ce que vraiment c'est vos besoins, c'est vous? Parlez en jeu. Arrêtez de dire qu'est-ce que les autres ont fait. Arrêtez de dire qu'est-ce que les autres vous n'aimez pas. Parce que là, eux vont se sentir attaqués d'une façon personnelle et puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va faire le fameux cercle vicieux. Est-ce que vous êtes des bonnes personnes? Est-ce que vous êtes bonnes en écoute active? Puis, il n'y a personne qui est 100% dans cette salle-ci, là, et je m'inclus là-dedans. Là. Je n'ai jamais vu personne qui est l'as de l'écoute active. Là. Il y a toutes des améliorations que tout le monde, incluant moi-même, on est capable de faire. Est-ce que vous écoutez comme il faut? Puis, je ne veux pas dire écouter dans le sens de « oh, je l'écoute parce que je vais penser à qu'est-ce que je vais dire après qu'il est fini. » là. Non, non. Écouter activement, ce que ça veut dire, c'est de vraiment prendre pour compte qu'est-ce que la personne dit et de vraiment l'assimiler. Souvent, l'écoute active, tu n'as pas besoin de répondre. Tu as juste besoin d'écouter. Tu n'as pas besoin de répondre, mais tu as besoin d'analyser la situation. Tu as besoin de regarder qu'est-ce que l'autre te dit, quels mots qu'il emploie, quels sont ses sentiments, et est-ce que toi, tu peux l'aider à travers de ça puis de l'appuyer là-dedans. Est-ce que tu poses des questions? Quand tu es en conflit, est-ce que tu poses des questions de clarification? Est-ce que tu demandes à l'autre des questions? Est-ce que tu reformules? Alors, si je t'ai bien compris, Eric, ce que tu me dis là, c'est que tu es fâché parce que Si je comprends bien, Marie-Michel, ici, tu viens de me dire que. Et ça, tu invites les autres personnes à dire, ben oui,
Oui, oui, exactement, c'est ce que je dis. Les autres se sentent bien parce qu'ils se sentent compris. Ou des fois, tu vas avoir des gens, moi quand je le fais, des fois les gens me reviennent et disent non, Frédéric, tu as mal compris. Mais s'il vous plaît, réexplique-moi, j'ai mal compris. Comme, je suis humain. La capacité excusez-moi, la capacité de faire équipe, c'est super important. Une des choses que j'ai dit, que je fais beaucoup avec des entreprises tout de suite, c'est vraiment le travail d'équipe. Ça me passionne beaucoup, travailler ensemble. Est-ce que vous mettez les besoins de l'équipe avant vos besoins personnels? Ou est-ce que c'est rendu que le conflit, c'est une histoire de vendetta? Que c'est comme, vous allez essayer de prouver aux autres, vous allez essayer de vous prouver à vous-même quelque chose. Les résultats de l'équipe, ce que je disais tantôt, est-ce que vraiment vous vous comportez d'une façon qui est le bénéfice du bien-être de votre équipe enseignante? Est-ce que c'est vraiment vous vous comportez d'une façon à mettre les élèves d'abord? Est-ce que vous permettez d'une façon de vraiment penser à l'équipe? Souvent, dans toutes les équipes, je le vois, dans toutes les équipes, les gens, souvent, ils sont vraiment sur leurs besoins personnels. Moi, puis ils ont peur, puis ils ne font pas confiance aux autres. Ça devient là, une gang de moi. Là. Ça devient une gang de moi. Ben, moi, je veux ça. Ben, moi, je veux ça. Ben, moi, je veux ça. À un moment donné, est-ce qu'on est capable de vraiment mettre ça de côté pour quelques minutes puis dire les besoins de l'équipe viennent en premier? La résolution de problèmes. Est-ce que vous êtes bon en résolution de problèmes? Est-ce que vos aptitudes en résolution de problèmes, est-ce que vous prenez multiples points de vue? Quand je vous dis des choses comme il y a différentes façons de voir peut-être la situation, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous dit, ben là, voyons donc, non, c'est ma façon qui est meilleure? C'est quoi votre technique de résolution de problème? Quand vous voyez un problème, est-ce que vous fuyez devant le problème? Ou est-ce que quand le conflit, parce que le conflit, c'est un gros problème. C'est un gros problème interpersonnel. Et où est-ce que vous dites, OK, regarde, tu sais quoi, je vais me retrousser les manches, puis on va essayer de regarder à ça. La gestion du stress, comment vous êtes bon pour gérer votre stress, c'est une autre habileté super importante. Qu'est-ce que vous connaissez de vous sur la gestion du stress? Est-ce que vous gérez bien votre stress? Comment vous prenez le stress? Et finalement, évidemment, la cinquième, c'est l'agilité émotionnelle. C'est de vraiment pas se laisser prendre en charge par ses émotions, puis de vraiment voir à d'autres types d'émotions, par exemple, pratiquer la compassion. Tu sais, de regarder l'autre personne en conflit, puis de dire, tu sais quoi, j'ai une compassion pour cette personne-là. C'est un être humain, puis elle fait des choix, elle ne fait pas toujours des choix. Des fois, c'est frustrant envers moi, mais j'ai une compassion, j'ai une empathie, là. On n'aura pas le temps de faire le forum de discussion, Eric. Je ne sais pas où est-ce que j'allais avec ça. Je pensais que j'avais 2 heures à préparer. Mais je vais poser peut-être la question aux participants pour faire ma conclusion. Quelle habileté est la plus difficile pour vous à exercer? Qu'est-ce qui est l'habileté la plus facile pour vous? Peut-être utiliser le chat. Qu'est-ce qui est difficile là, dans les 5 que je viens de nommer? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Si vous prenez, est-ce que la communication, c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler? Est-ce que c'est la capacité de faire équipe? Est-ce que c'est la résolution de problèmes? C'est la gestion du stress? C'est l'agilité émotionnelle. Qu'est-ce que vous trouvez qui est plus difficile là-dedans? Marie-Michel dit l'agilité émotionnelle. Berlitz dit la résolution de problèmes. C'est pas mauvais de le voir, ça. Je vous remercie de dire puis de reconnaître où sont vos moments, quels sont vos endroits où est-ce que vous pouvez encore croître comme professionnel puis comme personne, évidemment. Donc, merci de partager un petit peu vos choses. J'avais une technique d'écoute ici, mais là, ça tire à sa fin. J'aimerais juste dire, c'est très important d'encourager l'autre à s'exprimer en conflit. Invitez-le. Je veux comprendre. Je veux savoir. Clarifie les vrais problèmes. Peux-tu me dire c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu vois comme problème? Voyez comment que je formule ça vers l'autre pour vraiment l'aider. Si l'autre fait la même chose, ça va être incroyable. On va vraiment avoir une résolution de conflit incroyable. Répétez ce que vous avez entendu. Répétez. Il semble que tu as l'air frustré tout de suite. Pourquoi? Il semble que ce que je viens de dire t'a vraiment fait de la peine. Puis d'aller à la rencontre de l'autre. Comme ça, ça peut refléter les sentiments de l'autre aussi. Je peux imaginer à quel point la façon dont je t'ai parlé hier après-midi dans le corridor, en passant, je peux imaginer qu'à quel point que j'aurais moi-même ressenti les mêmes émotions. C'est de dire que tu as fauté à quelque part. On n'est pas parfait, là. Exprimez votre appréciation aussi. Merci. Merci d'avoir venu vers moi pour me dire que tu avais un problème avec moi. Je l'apprécie. Ça, je le fais beaucoup, ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Vraiment, les gens accrochent beaucoup là-dessus. Merci d'avoir été vulnérable. Merci d'avoir venu me voir. J'apprécie que tu me fais assez confiance puis que tu m'aimes assez pour me dire que tu avais un problème avec moi. C'est de l'amour de me dire, tu veux garder la relation.
Donc, à prendre en compte aujourd'hui, gérer les conflits de manière plus productive, c'est mieux comprendre les éléments clés de votre personne et comment ils façonnent votre expérience de conflit. C'est d'identifier vos comportements destructeurs puis d'essayer de les éviter le plus possible. Puis c'est de découvrir quels outils conduisent à des réponses productives. Donc, en conclusion, j'aimerais juste dire qu'il peut y avoir de fortes différences entre les intentions et les comportements des gens. C'est très important de voir que les gens, des fois, sont très intentionnés envers vous, mais leur comportement ne démontre pas ça. On peut vraiment essayer de voir la différence entre les deux, puis vous poser les questions, c'est super. Adopter des comportements sains, pouvoir exprimer ses opinions efficacement, ça va entraîner de grands sauts dans votre qualité de vie personnelle. C'est vraiment, vraiment important l'habilité de résoudre des conflits de façon saine. Puis, en se concentrant sur les besoins des gens et sur vos besoins, mais sur les besoins des gens, sur la manière dont ils souhaitent que ces conflits-là soient résolus, cela donne souvent des résultats beaucoup plus positifs, puis vous allez retrouver votre compte beaucoup plus souvent si vous agissez de cette façon-là. Merci à tous. Super merci d'avoir été ici avec moi pendant les 90 minutes. Merci de votre participation. Je l'apprécie beaucoup. Puis je vous souhaite une super de belle fin de journée à tous. Merci beaucoup, Frédéric, au nom du consortium.